Bonjour à tous, ici Kimi ASMR et bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je vais donc commencer la lecture. Le joueur d'échecs. Sur le vaste paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait l'activité et l'agitation caractéristiques des derniers moments. Des gens qui ne partaient pas, montaient à bord pour accompagner des amis, se bousculaient à qui mieux mieux, de jeunes télégraphistes de casquettes sur l'oreille, parcouraient les salons en criant des noix de tête. On avançait entraînant des valises et des fleurs. Des enfants curieux montaient et descendaient les escaliers, et pendant ce temps l'orchestre imperturbable jouait pour accompagner le deck show. Un peu à l'écart de cette cohue, je causais sur le pont promenade avec quelqu'un que je connaissais, quand soudain 2 ou 3 éclairs de magnésium fusèrent à côté de nous. Apparemment, une célébrité venait juste avant le départ de se faire encore vite interviewer et photographier par des reporters. Mon ami jeta un coup d'œil et sourit. « Vous avez Sentovic à votre bord, un oiseau rare. » Et comme je le regardais d'un air plutôt interloqué, en entendant ces mots, il ajouta en guise d'explication: « Mirko Sentovic, le champion du monde des échecs. Il vient de sillonner l'Amérique d'Est en Ouest, en disputant des tournois partout, et il part à présent reporter de nouveaux triomphes en Argentine. Je me souvins alors de ce jeune champion, et même de certains détails de sa fulgurante carrière. Mon ami qui lisait les journaux plus attentivement que moi put compléter par toute une série d'anecdotes. Environ un an plus tôt, Sentovic s'était hissé d'un seul coup au niveau des maîtres, jusqu'alors les plus reconnus des échecs, comme Alekhine, Capablanca, Tartakover, Lasker, Bogoljubov. Depuis l'apparition de Renzeski, l'enfant prodige de 7 ans au tournoi d'échecs de New York en 1922, l'option d'un parfait inconnu n'avait encore jamais à ce point défrayé la chronique dans cette glorieuse confrérie. Car a priori, les facultés intellectuelles de Sentovic ne semblaient absolument pas lui promettre une carrière aussi éblouissante. D'abord tenue secrète, une information ne tarda pas à filtrer. Dans sa vie privée, ce champion d'échecs était incapable d'écrire la moindre phrase sans faute d'orthographe, dans quelque langue que ce fût, et selon la raillerie furibonde d'un de ses collègues exaspérés, son inculture atteignait la même universalité dans tous les domaines. Fils d'un très pauvre batelé yougoslave du Danube, dont la barque minuscule avait été naufragée une nuit par une péniche chargée de blé, le garçon, alors âgé de 12 ans, avait été charitablement recueilli après la mort de son père par le curé de son village reculé, et le bon prêtre se donna beaucoup de mal en l'instruisant à la maison pour faire acquérir à cet enfant au large front, mais taciturne et apathique, ce qu'il n'arrivait pas à apprendre à l'école du village. Tous ses efforts furent pourtant vains. Mirko fixait toujours d'un regard ébéi ses caractères qu'on lui avait 100 fois déjà expliqués. Son cerveau, qui travaillait à grand-peine, n'avait pas la force de mémoriser même les leçons les plus élémentaires. À 14 ans révolus, il lui fallait encore s'aider de ses doigts quand il avait un calcul à faire. Et lire un livre ou un journal continuait à représenter un réel effort pour ce garçon déjà adolescent. On ne pouvait pas dire cependant que Mirko fût mal disposé aux rebelles. Il exécutait docilement les ordres qu'on lui donnait. Il épuisait de l'eau, fondait du bois, aidait aux travaux des champs, débarrassait la cuisine, et quoique avec une lenteur irritante, s'acquittait consciencieusement de tous les services qu'on lui demandait. Mais le plus contrariant pour le bon curé était la totale indifférence de ce garçon déconcertant. Il ne faisait rien sans y avoir été explicitement invité, ne posait jamais la moindre question, ne jouait pas avec les autres garçons, et ne se lançait de lui-même dans aucune activité, sauf si on lui en avait formellement donné l'ordre. Dès qu'il avait accompli les tâches habituelles du ménage, Mirko restait assis dans la salle, immobile, avec ce regard vide qu'ont les moutons dans la pâture. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop gênés par le bruit. C'est vrai que le voisin fait un peu de bruit là. Bref.
Avec ce regard vide qu'ont les moutons dans la pâture, et sans manifester le moindre intérêt pour tout ce qui se passait autour de lui, le soir, pendant que le curé, en fumant sa longue pipe rustique, jouait ses 3 parties d'échecs avec le brigadier de la gendarmerie, ce garçon aux cheveux blonds restait là sans un mot, assis à côté d'eux, et de ses yeux apparemment ensommeillés et indifférents sous ses lourdes paupières, il fixait les cases de l'échiquier. Un soir d'hiver, tandis que les 2 partenaires étaient plongés dans leur partie habituelle, on entendait tinter de plus en plus fort dans la rue du village les clochettes d'un traîneau qui approchait à vive allure. Son bonnet poudré de neige, un paysan entra bientôt d'un pas lourd. Sa vieille mère se mourait. Le curé pouvait-il avoir l'obligeance de venir au plus vite pour lui administrer l'extrême onction? Sans hésiter, le prêtre le suivit. Le brigadier, qui n'avait pas encore fini son verre de bière, bourra et rallumait sa pipe avant de s'en aller, et il se préparait à enfiler ses lourdes bottes à tige quand il fut frappé par le regard concentré que Mirko braquait sur l'échiquier sur la partie commencée. « Eh bien, veux-tu la terminer ?» lui lança-t-il en blaguant. Parfaitement convaincu que ce garçon léthargique ne saurait pas déplacer une seule pièce sur l'échiquier sans se tromper. Le jeune homme leva timidement les yeux, mais il fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. 14 coups plus tard, le brigadier était battu, et devait en admettre que sa défaite n'était nullement due à une tourterie ou à une négligence. La deuxième partie se termina de la même façon. « C'est l'âne de Balaam !» s'écria le curé stupéfait quand il revint, et il expliqua au brigadier moins connaisseur de la Bible que lui, qu'un miracle du même genre avait déjà eu lieu 2000 ans plus tôt. Une créature qui ne parlait pas s'était soudain mise à parler comme un sage. Malgré leur avancée, le curé ne put s'empêcher d'inviter son pupille, presque analphabète, à disputer un duel avec lui. Mirko le battit, lui aussi aisément. Il avait une façon acharnée, lente et inébranlable de jouer, sans relever même un instant son large fond penché sur l'échiquier. Mais il jouait avec une incontestable sûreté. Ni le brigadier ni le curé ne furent capables dans les jours suivants de gagner une seule partie contre lui. Le curé, qui connaissait mieux que personne l'esprit en général arriéré de son pupille, devint réellement curieux de voir jusqu'à quel point ce singulier talent dans un domaine exclusif résisterait à une épreuve plus sérieuse. Après avoir fait couper par le barbier du village la tignasse toute blonde de Mirko, pour le rendre un torse à peu présentable, il l'emmena dans son traîneau jusqu'à la petite ville voisine, où il savait que dans un coin de café de la Grande Place se réunissaient des joueurs passionnés d'échecs, dont il avait lui-même éprouvé la supériorité. Le cercle de ses habitués ne fut pas peu surpris quand le curé introduisit dans la salle du café ce blondinet de 15 ans, aux joues rouges, dans sa peau de mouton retournée et ses lourdes bottes à tige. Le garçon resta là ébahi, debout dans un coin, les yeux baissés, juste à ce que l'on appelle à une des tables d'échecs. À la première partie, Mirko fut battu, car il n'avait jamais fait d'ouverture sicilienne chez le curé. À la deuxième partie, déjà disputée contre le meilleur de joueurs, ce fut un pat. Un pat, c'est une égalité aux échecs. Et dans la troisième et la quatrième partie, il les battit tous, les uns après les autres. Voilà des événements des plus rares et passionnants pour une petite ville de province yougoslave. Et les débuts de ce champion rustique firent aussitôt grande sensation parmi les notabilités réunies. On décida d'un commun accord qu'il fallait absolument que ce prodigieux garçon reste en ville jusqu'au lendemain pour que l'on puisse réunir les autres membres du club d'échecs et surtout prévenir dans ce château le vieux comte Simzik, un passionné d'échecs. Le curé, qui considérait son protégé avec une fierté toute neuve mais ne voulait pas, malgré le plaisir de cette découverte, manquer à ce devoir, en l'occurrence l'office dominical, accepta que Mirko reste là pour subir une autre épreuve. Le jeune scientifique fut installé à l'hôtel aux frais du club et fit pour la première fois de sa vie de véritable WC. Le dimanche après-midi suivant, la salle de jeu était montée. Pendant 4 heures, Mirko aussi sans bouger devant l'échiquier, triompha de tous les joueurs l'un après
une telle partie, il aurait joué seul contre les différents joueurs. Mais dès que Mirko eut compris le procédé, il accepta de s'y prêter et se déplaça lentement d'une table à l'autre, dans ses grosses chaussures qui grissaient. Finalement, il gagna 7 des 8 parties. Alors commencèrent de grands conciliabules. Bien que le nouveau champion ne soit pas à proprement parler un enfant de la ville, la fierté réveilla très fort l'esprit du clocher. Cette petite ville, dont jusqu'alors quasiment personne n'avait repéré l'existence, sur la carte allait peut-être enfin accéder pour la première fois à l'honneur de doter le monde d'une célébrité. Un impresario nommé Kohler, qui d'ordinaire procurait simplement des chanteuses et des vedettes au cabinet de la garnison, accepta, si on lui versait l'avance des subsides pour un an, de confier la formation professionnelle du jeune homme à un remarquable petit maître qu'il connaissait à Vienne, expert dans l'art des échecs. Le comte Simzik, qui en 60 ans de pratique quotidienne n'avait jamais rencontré un pareil partenaire, déboursa aussitôt les fonds. Alors commença la surprenante carrière de ce fils de batelier. 6 mois plus tard, Mirko possédait tous les secrets techniques des échecs, avec une singulière limite cependant, que les cercles de connaisseurs allaient beaucoup observer et railler par la suite, car jamais Saint-Ovid ne parvient à jouer ne fût-ce qu'une seule partie de tête, ou comme disait le joueur d'échecs, à l'aveugle, et était tout à fait incapable de se représenter l'échiquier dans l'espace infini de l'imagination. Il fallait toujours qu'il devant lui, à portée de main, le damier noir et blanc avec ses 64 cases et ses 32 pièces. Même quand sa gloire fut devenue mondiale, il transportait toujours sur lui un échiquier de voyage, afin de pouvoir visualiser la position des pièces s'il voulait reconstituer une partie de maître ou résoudre un problème qui se posait. Cette incapacité négligeable en soi trahissait un défaut d'imagination et donnait lieu dans son cercle rapproché à autant de vives discussions que si parmi les musiciens un excellent virtuose ou chef d'orchestre se fût montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Cette étrange singularité ne retarda pourtant nullement l'ébouriffante ascension de Mirko. À 17 ans, il avait déjà décroché une douzaine de prix. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Les champions les plus audacieux, dont chacun était passé infiniment en faculté intellectuelle, en imagination et en hardiesse, tombaient victimes de sa logique implacable et froide, exactement comme Napoléon, perdu devant le lourd Koustousov, ou Hannibal devant Fabius Cantator, dont Detlef raconte qu'il s'était lui aussi, dans son enfance, fait remarquer par son flegme et sa stupidité. Il arriva ainsi que dans l'illustre galerie des maîtres des échecs, laquelle réunit les types d'esprits supérieurs les plus variés. Des philosophes, des mathématiciens, des gens en tempérament calculateur, imaginatif et souvent créatif, pénétra pour la première fois un outsider, parfaitement étranger au monde de l'esprit. Un jeune paysan lourdeau et taciturne, dont même les journalistes les plus roublards ne parvinrent jamais à tirer la moindre formule utilisable dans la presse. Et il est vrai qu'au lieu de leur livrer de subtiles sentences, Saint-Ovid ne tarda pas à devenir le sujet d'une multitude d'anecdotes, car à la seconde où il se levait de l'échiquier, devant laquelle il était un incomparable maître, Saint-Ovid devenait inéluctable. Saint-Ovid devenait inéluctablement un personnage grotesque et presque risible, malgré son cérémonieux costume noir, sa splendide cravate piquée d'une perle un peu trop voyante, et ses doigts manicurés à grand-peine. Il restait par ses attitudes et son comportement un fils de paysan borné qui autrefois dans son village balayait la salle chez le curé, malhabile mais avec une brutalité presque impudente, plein d'une avidité mesquine et souvent même odieuse, et s'appliquait à tirer tout l'argent possible de son
et de sa gloire, ce qui déclenche les ricanements en fureur chez ses confrères aux échecs, et allait de ville en ville, logeant dans les hôtels les plus modestes. Il jouait dans les clubs les plus minables, pour peu qu'il obtint les honoraires qu'il demandait. Il se laissa photographier pour faire la publicité en savon, et sans prêter la moindre attention qu'aux lépées de ses concurrents, qui le savaient pertinemment incapable d'écrire 3 phrases sans faute. Il vendit ses signatures pour une philosophie des échecs, écrite en réalité par un petit étudiant de Galicie, stipendié par un éditeur ambitieux. Comme tous les gens opiniâtres, il n'avait pas le moindre sens du ridicule. Depuis sa victoire au championnat du monde, il se considérait comme l'homme le plus important de la Terre. Et la conscience d'avoir battu sur un propre terrain tous ses beaux parleurs et ses écrivains intelligents et éblouissants, renforcés par le fait bien tangible qu'il gagnait plus d'argent que transforma sa timidité native en une fierté froide, et le plus souvent grossièrement exhibée. Mais comment une gloire aussi rapide n'aurait-elle pas grisé une tête aussi creuse, conclut mon ami, après m'avoir donné quelques exemples notoires de la suffisance puérile de Saint-Ovic. Comment un jeune paysan de 21 ans, fraîchement du parquet du Banat, n'attraperait-il pas la grosse tête en voyant qu'il lui suffit de savoir déplacer quelques pièces sur une planche de bois pour gagner soudain plus en une semaine qu'on ne fait dans tout son village natal pendant 12 mois en abattant des arbres et en s'échinant affreusement. Et puis n'est-ce pas piquement facile au fond de se prendre pour un grand homme lorsqu'on n'a jamais entendu parler de l'existence d'un Rembrandt, d'un Beethoven, d'un Dante, d'un Napoléon. Dans son cerveau obtus, ce type ne sait qu'une chose. Depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs. Et comme il ne soupçonne pas qu'il y ait sur sa terre d'autres valeurs que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons de se trouver formidable. Ces dernières remarques de mon ami ne manquèrent pas de susciter en moi une vive curiosité. Toute ma vie, les diverses espèces de monomanie, les êtres passionnés par une seule idée, m'ont fasciné, car plus quelqu'un se limite, plus il s'approche en réalité de l'infini. Et ces gens-là, précisément, qui semblent s'écarter du monde, se bâtissent tels des termites, et avec leurs matériaux particuliers, un univers en miniature, singulier et parfaitement unique. Je ne dissimulais pas donc mon attention d'examiner de plus près cet étrange spécimen d'un esprit unidimensionnel pendant les 12 jours de mon voyage vers Rio. Mais mon ami m'avertit, il y a peu de chances que vous y parveniez. Autant que je sache, personne n'a encore réussi à tirer de Saint-Ovic le moindre indice sur sa psychologie. Dissimulé derrière son insondable étroitesse d'esprit, ce paysan roublard a la grande intelligence de ne pas montrer ses faiblesses et d'une façon fort simple, sauf avec ses compatriotes et ses semblables, dont il recherche la compagnie dans les petites auberges. Il évite tous les entretiens. Dès qu'il repère quelqu'un de cultivé, il se replie dans sa coquille. Ainsi personne ne peut-il se vanter de lui avoir jamais entendu prononcer une parole stupide, ni d'avoir sondé à profondeur réputée infinie de son inculture. Et il sembla que mon ami avait raison. Pendant les premiers jours du voyage, il se révéla tout à fait impossible d'approcher Saint-Ovic, à moins d'être grossièrement insistant, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Bien qu'il fît parfois quelques pas sur le pont promenade, c'était toujours les mains serrées dans le dos, dans cette attitude de fierté concentrée sur soi qu'a Napoléon dans son célèbre portrait. En outre, il faisait si vite et si brusquement son tour de péripatéticien qu'il aurait fallu le suivre au petit trot pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les salons au bar au fumoir, on ne le voyait jamais selon un steward que j'interrogeais discrètement. Il passait au plus clair de la journée dans sa cabine, à s'entraîner ou à rejouer des parties sur un immense échiquier. Au bout de 3 jours, je commençais à me sentir vraiment agacé de voir que son habile tactique évidemment l'emportait sur ma volonté de l'approcher. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire connaissance avec un maître des échecs, et plus je m'efforçais à présent d'examiner un spécimen en chair et en os, moins j'arrivais à m'imaginer l'activité d'un cerveau qui, une figurance des bois exclusivement
vivement sur un espace de 64 cases noires et blanches. Certes, je connaissais par expérience la mystérieuse attraction exercée par ce jeu royal, le seul de tous les jeux inventés par l'homme à se soustraire souverainement à la tyrannie du hasard et à n'attribuer les palmes de la victoire qu'à l'esprit, ou plutôt à une certaine forme de talent intellectuel. Mais qualifier les échecs de jeu, n'est-ce pas déjà les réduire et commettre une injustice? Ne sont-ils pas aussi une science, un art, quelque chose qui plane entre ces deux pôles, comme le cercueil de Mahomet entre le ciel et la terre? Une incomparable association de tous les contraires, très ancien et pourtant toujours neuf, mécanique par leur dispositif, mais n'agissant qu'avec le ressort de l'imagination, à la fois limité à un espace géométrique et fiché et illimité par leur combinaison, se développant sans cesse et pourtant stérile, une réflexion qui ne mène à rien, une mathématique qui ne calcule rien, un art qui ne crée pas d'œuvre, une architecture sans matière, mais dont l'être et l'existence sont incontestablement plus durables que tous les livres et toutes les œuvres, le seul jet qui appartient à tous les peuples et à toutes les époques, et dont nul ne sait quel Dieu l'a apporté sur terre, pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit, pour stimuler l'âme. Où commence-t-il? Où finit-il? Tout enfant peut en apprendre les premières règles, tout butor peut s'y essayer, et pourtant dans les limites de cet étroit et invariable carré, ce jeu est capable d'engendrer une espèce singulière de maîtres, absolument incomparable, des gens dont le talent est exclusivement focalisé sur les échecs, des génies spécifiques, chez qui la vision, la patience et la technique, agissant se répartissant précisément la tâche entre elles comme chez un mathématicien, un poète, un musicien, mais en se combinant et en s'associant un peu autrement. Jadis autant de la passion pour la physiognomonie, quelqu'un comme Gall aurait peut-être disséqué les cerveaux de ces génies des échecs pour voir si dans le maîtriseur cerveau on trouvait une circonvolution particulière et plus fondement creusée que sous les autres crânes, une espèce de muscle ou de bosse des échecs. Et combien un tel j'ai un peu de mal avec ce mot décidément, combien même un tel physiognomoniste aurait-il été fasciné par le cas d'un Sentovic, chez qui ce génie spécifique semblait inséré dans une paresse intellectuelle radicale, comme une unique pépite d'or qui serait logée dans une gangue de 100 kilos. J'avais admis depuis toujours le principe qu'un jeu aussi incomparable, aussi génial, devait nécessairement générer des matadors spécifiques, mais comme il était difficile mais impossible d'imaginer la vie d'un être intelligent et vif, pour qui le monde se réduit à un étroit parcours entre le noir et le blanc, et dont la vie consiste à chercher le triomphe à partir des seuls allées et venues, des seuls déplacements d'avant en arrière, de 32 pièces. Quelqu'un pour qui une nouvelle ouverture, par exemple en choisissant le cavalier plutôt que le pion, représentait déjà une prouesse et une minuscule portion d'immortalité. Quelque part dans un livre sur les échecs, un être dont l'esprit est capable, sans devenir fou, de concentrer toutes ses réflexions pendant 10, 20, 30, 40 ans d'affilée sur un but ridicule, acculé à un roi de bois dans un angle sur une planche de bois. Et maintenant que pour la première fois j'avais un tel phénomène à proximité, sur le même bateau à 6 cabines de la mienne, un génie aussi particulier ou un fou aussi énigmatique, moi j'ai qui par malheur la curiosité pour les choses de l'esprit les génère toujours en une sorte de passion. Il serait dit que je n'arriverais pas à l'approcher. Je commence à imaginer des ruses, plus absurdes les unes que les autres. Par exemple, pour le chatouiller dans son amour-propre, je simulerai une interview pour un grand journal. Ou bien en l'attrapant par sa cupidité, je lui proposerai un jeu de tournoi en Écosse. Mais je me souviens finalement que la technique la plus éprouvée chez les chasseurs pour attirer le coq de bruyère, c'est d'imiter son cri au temps des amours. Quoi de plus efficace au fond pour attirer l'attention d'un champion d'échecs que de jouer soi-même aux échecs?
Or, je n'ai jamais été un véritable artiste à ce jeu, pour la simple raison que je ne m'y suis jamais adonné qu'à l'occasion. Et pour mon seul plaisir, si je m'installe une heure devant l'échiquier, ce n'est pas du tout pour faire des efforts, mais au contraire pour me délasser, pour détendre mon esprit. Moi, je joue aux échecs, au vrai sens du mot, alors que les autres, les vrais joueurs, sérieuses, aux échecs. Ouais, sérieuse. Là, Stefan Zweig a utilisé le verbe sérieuse, S et accent, R-I-E-U, S-E-N-T. Il a créé un nouveau verbe. Alors que les autres joueurs, alors que les vrais joueurs sérieuses aux échecs, si on me permet cette expression hardie, comme en amour, on a absolument besoin d'un partenaire aux échecs. Et en cet instant, je ne savais pas encore s'il y avait à bord d'autres amateurs à part nous. Pour le faire sortir du bois, je tendis un piège grossier dans le smoking room en m'installant devant un échiquier avec ma femme, qui à vrai dire joue encore moins bien que moi, tel un oiseleur. Et en effet, nous n'avions pas encore joué 6 coups que déjà quelqu'un s'arrêtait en passant. Un deuxième nous demanda la permission de nous regarder jouer, et finalement il se trouva un partenaire, comme je le souhaitais, pour me proposer une partie. Il s'appelait McConnor. C'était un ingénieur écossais dans le génie civil, et à ce que l'on me raconta, il était devenu riche à millions grâce à des forages pétroliers en Californie. En physique, un homme trapu, aux mâchoires puissantes et dures, presque carrées, avec de fortes dents et un teint coloré, dont la rougeur prononcée était sans doute due, en partie du moins, à une consommation immodérée de whisky. Sa large carrure impressionnante qui lui donnait une allure de véritable athlète se reflétait, hélas, dans sa façon de jouer, car ce Mr. Connor était l'un de ses parvenus grisés par la réussite, et qui, jusque dans un jeu sans aucune conséquence, ressentent une défaite comme une atteinte à la haute idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Habitués à s'imposer toujours et partout dans la vie, gâtés par le succès matériel, ce self-made man était si radicalement pénétré de sa supériorité que la moindre résistance fut contrariée, comme une indécente rébellion et presque comme une offense. Lorsqu'il perdit la première partie, il devint bougon et se mit à expliquer en long et en large, et sur un ton impérieux, que c'était forcément dû à une inadvertance passagère. À la troisième, il rendit le bruit dans la pièce voisine responsable de sa défaite. Pas une fois il accepta de perdre une partie, sans réclamer aussitôt la revanche. Je fus d'abord amusé par cette arrogance opiniâtre. Je finis par le considérer comme une circonstance négligeable, compte tenu de mon véritable objectif, attirer à notre table le champion du monde. Le troisième jour, cela marcha, mais cela ne marcha qu'à demi. Soit Sentovic nous avait observés, assis devant notre échiquier, depuis le hublot sur le pont promenade, ou bien ce fut purement par hasard qu'il honora de sa présence au smoking room. Mais en apercevant des profanes qui exerçaient son art, il ne put s'empêcher de s'approcher un pas vers nous, et à cette distance respectable, de jeter un regard scrutateur sur notre échiquier. McConnor était en train de jouer, et ce simple coup parut suffire à Sentovic pour comprendre combien il était réellement peu intéressant pour un champion comme lui de suivre plus longtemps nos efforts de dilettante. Avec le geste rapide dont on écarte dans une librairie, sans même l'avoir feuilleté un mauvais roman policier qu'on vous propose, il s'éloigna de notre table et quitta le smoking room, pesé et trouvé trop léger, me dis-je, un peu contrarié par son regard froid plein de mépris, et pour me libérer un peu de mon irritation, je lançai à McConnor. Votre coup ne semble pas avoir vraiment emballé le maître. Quel maître? Je lui expliquai que ce monsieur qui venait de passer près de nous en jetant un coup d'œil désapprobateur sur notre jeu était le fameux champion Sentovic, et j'ajoutai que nous allions nous en remettre tous les deux et nous résigner sans trop de chagrin à son illustre mépris. Les pauvres gens doivent tout cuire à l'eau. Voilà. À ma surprise, cependant, cette information lancée négligemment eut un effet triste inattendu sur McConnor. Il se mit enthousiasta, ne pensa plus à notre partie, et son arrogance se mit à bouillonner si fort
qu'on croyait entendre. Il n'avait pas soupçonné que Sentovic fût à bord. Et il fallait absolument que Sentovic vînt jouer contre lui. Il n'avait encore jamais affronté un champion du monde, sauf une fois lors d'une partie en simultané, avec 40 autres joueurs. Cela déjà avait été terriblement excitant. Et il avait failli gagner ce jour-là. Est-ce que je connaissais personnellement le maître? Je dis que non. Est-ce que je ne voulais pas aller lui parler et l'inviter à nous rejoindre? Je refusais en remarquant qu'à ma connaissance, Sentovic était peu disposé à jouer de nouvelles relations. De plus, quel intérêt cela pouvait-il présenter pour un champion du monde de se commettre avec des joueurs de 3e ordre comme nous? Eh bien, j'aurais mieux fait de ne pas parler de joueurs de 3e ordre à un homme aussi arrogant que McConnor. Il se recula dans son fauteuil, l'air furieux, et déclara d'un ton sec qu'il ne pouvait pas croire, quant à lui, que Sentovic refuserait la courtoise invitation d'un gentleman, et qu'il fallait s'en occuper. À sa demande, je lui fis une brève description du champion, et aussitôt abandonnant d'un air indifférent notre échiquier, il se lança tout impatient à la recherche de Sentovic. Sur la bonne promenade, je sentis à nouveau combien il était impossible de retenir le possesseur d'aussi larges épaules. Dès que sa volonté l'entraînait vers quelque chose, j'attendis assez curieux. 10 minutes plus tard, McConnor revint, pas vraiment joyeux, me semblait-il. Eh bien, demandai-je. Vous aviez raison, répondit-il un peu agacé. Pas très agréable, monsieur. Je me suis présenté, je lui ai expliqué qui j'étais. Il ne m'a même pas serré la main. J'ai tenté de lui expliquer combien nous serions tous fiers et honorés sur ce bateau, s'il voulait disputer une partie en simultané avec nous. Mais il est resté sacrément raide, se déclarant désolé, mais expressément tenu par contrat vis-à-vis de son impresario de ne pas jouer durant toute sa tournée sans demander d'honoraires. Son minimum était 250 $ la partie. Je me mis à rire. L'idée que déplacer les pièces d'une case blanche ou une case noire puisse être une affaire aussi rentable ne me serait jamais venue à l'esprit, j'avoue. J'espère donc que vous avez pris congé avec toute la politesse qu'il mérite. Mais McConnor restait très sérieux. La partie fixée à demain après-midi 3 heures. Et si dans le fumoir, j'espère que nous ne nous laisserons pas piler trop facilement. Comment? Vous avez accepté à 250 $? M'écriai-je interloqué. Et pourquoi non? C'est son métier. Si j'avais une rage de dents et qu'il eût par hasard un dentiste à bord, je ne demanderais pas non plus de m'extraire une dent gratuitement. Cet homme a tout à fait raison de fixer son prix très haut. Dans tous les domaines, les gens vraiment capables sont aussi excellents hommes d'affaires. Bon, pour ma part, plus une affaire est claire, mieux cela vaut. Je préfère payer cash et que le sieur Sentovic ne me fasse pas la grâce. Que le sieur Sentovic ne me fasse pas la grâce de jouer, dit que je dois ensuite le remercier. Et enfin, il m'est déjà arrivé dans mon club de perdre en une soirée plus de 250 $ sans pour autant jouer avec un champion du monde. Pour des joueurs du 3e ordre, ce n'est pas une honte de se faire battre par Sentovic. Je fus amusé de voir à quel point j'avais blessé la susceptibilité de McConnor par mon innocente formule. Mais comme il avait résolu de payer cette coûteuse plaisanterie, pourquoi me serais-je opposé à cette incroyable arrogance qui allait me permettre de rencontrer enfin l'individu dont j'étais si curieux? Nous mîmes très vite au courant de l'événement 4 ou 5 messieurs qui s'étaient déjà fait connaître comme joueurs d'échecs, et pour être dérangés le moins possible par des passagers qui traverseraient le fumoir, nous fîmes d'avance non seulement réserver notre table pour un match prévu, mais aussi les tables voisines. Le lendemain, tout notre petit groupe ne se trouva réuni à l'heure convenue. La place du milieu face au maître fut évidemment attribuée à McConnor, qui passait sa nervosité en fumant sans arrêt de gros cigares, tout en surveillant l'horloge avec inquiétude. Mais le champion, comme je m'en doutais, d'après ce que mon ami m'avait raconté, se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne manqua pas de renforcer le sans-gêne de son arrivée. Il s'approcha de la table, calme et détendu, sans se présenter. Vous savez qui je suis, et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes, semblait dire cette incivilité. Il
se mit à disposer les pièces avec une sécheresse toute professionnelle. Vu qu'ici à bord une partie en simultané était impossible par manque d'échiquier, il proposait que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, pour ne pas gêner nos délibérations, il irait s'asseoir devant une autre table au fond de la pièce. Dès que nous aurions joué notre coup, nous n'aurions qu'à frapper sur un verre avec une petite cuillère. Vu que, hélas, il n'y avait pas de clochette sur les tables, il proposait un maximum de 10 minutes par coup, et si nous n'avions pas d'objection, comme de timides petits élèves, nous acceptâmes bien sûr toutes ces propositions. Le tirage au sort attribua les noirs à Sentovic. Il joua son premier coup sans même s'asseoir, puis il se dirigea aussitôt vers l'endroit où il avait proposé d'attendre, et négligemment accoudé, feuilleta un magazine illustré. Il n'est pas inutile de décrire cette partie. Elle se termina évidemment comme elle devait se terminer, par notre totale défaite, et dès le 24e coup, car champion du monde et balayé d'un revers de main une demi-douzaine de joueurs d'échecs, d'un niveau moyen ou à peine moyen, n'était guère étonnant. Bien sûr, mais ce qui nous laissa à tous une impression déplaisante fut la suffisance avec laquelle Sentovic nous fit tous sentir un peu trop nettement qu'il nous exécutait d'un revers de main. Chaque fois, il jetait sur l'échiquier un regard qui avait l'air superficiel, en nous effleurant si négligemment des yeux, que si nous n'étions aussi que des pièces de bois inertes. Et cette attitude impertinente rappelait sans qu'on le veuille la façon dont on jette un morceau à un chien galeux en détournant les yeux. Avec un peu de doigté, il aurait pu, je trouve, attirer notre attention sur certaines erreurs, ou bien nous encourager par une parole cordiale. Pourtant, même une fois la partie achevée, ce parfait robot des échecs ne prononça pas une syllabe. Après avoir dit mat, il resta immobile devant la table, attendant de savoir si l'on voulait qu'il dispute une seconde partie. Déjà, je m'étais levé, et désarmé comme on est toujours face à une grossièreté aussi épaisse. J'entendais indiquer par là qu'avec cette affaire monnayée en dollars, j'avais pour ma part du moins épuisé le plaisir d'avoir fait sa connaissance, quand j'entendis avec dépit McConnor à côté de moi lancer de sa voix très rauque « Revanche !» Je fus même effrayé par son ton provocateur, car McConnor en cet instant donnait plutôt l'impression d'être un boxeur sur le point de frapper qu'un gentleman courtois. Était-ce la façon désagréable dont Sentovic nous avait traités, ou simplement son arrogance pathologique et sa susceptibilité? En tout cas, McConnor était méconnaissable, le visage écarlate jusqu'à racine des cheveux, les narines dilatées comme sous une forte pression. Il transpirait visiblement, et depuis ses lèvres serrées, un pli coupé en deux, son menton tendu en avant, l'air agressif, je reconnus avec inquiétude dans ses yeux l'éclair de la passion incontrôlée, qui d'ordinaire ne s'empare que de joueurs à la roulette. Quand pour la 6e ou 7e fois, ils ont doublé leur mise et ne voient pas sortir la bonne couleur. En cette minute, je compris que dans son délire d'arrogance, il allait vouloir jouer encore contre Sentovic, en simple ou en double, d'utiliser toute sa fortune, tant qu'il n'aurait pas gagné au moins une partie. Si Sentovic persévérait, il avait trouvé une vraie mine d'or en la personne de McConnor, dont il pouvait tirer quelques milliers de dollars avant de rallier Buenos Aires. Alors, je vais faire une pause pour l'instant et je lirai la fin. Je ferai d'autres vidéos sur le joueur d'échecs. Je pense que je ferai 3 vidéos en tout. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc pour ma prochaine vidéo, je reprendrai où j'en suis resté. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Bye bye, bye bye.